Alderman. Nous soumettons aujourd'hui à la Cour internationale un document d'importance historique. L'accusateur américain Sidney Alderman parle d'une voix paisible, en homme sûr de son fait. Alderman. Il s'agit non d'une copie, mais de l'original. Son authenticité a été formellement reconnue par l'accusé Kettel. Écrit de la propre main d'un aide de camp de Hitler, c'est le procès-verbal d'une conférence qui eut lieu le 23 mai 1939 dans le cabinet de travail du Führer. Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur la date, le 23 mai 1939, 2 mois après l'entrée de Hitler à Prague, un peu plus de 3 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les personnes présentes à la conférence, 3 se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés, Göring, Raeder et Kettel. Ces points précisés, je vais donner lecture des principaux passages de ce texte singulièrement révélateur. À présent, déclare Hitler en guise de préambule, il s'agit d'adapter les circonstances à nos projets, alors que, par le passé, nous adaptions nos projets aux circonstances extérieures. Nous avons parfaitement employé les années passées, depuis notre avènement, poursuivant avec rigueur et méthode le grand but de la réunion des Allemands, de tous les Allemands, sous une même autorité, en un seul État. Ce but, nous l'avons atteint sans verser une seule goutte de sang. Mais nous sommes aussi arrivés à un point où les moyens purement politiques deviennent inopérants. Désormais, nous ne pourrons remporter de nouveaux succès qu'en recourant à la force, c'est-à-dire en attaquant sur le plan militaire. Ce principe admis, examinons ses possibilités d'application. De toute évidence, notre objectif dépasse le petit territoire de la ville libre de Danzig. Ce que nous recherchons, c'est l'extension de notre espace vital et la certitude de pouvoir couvrir nos besoins alimentaires. Du fait des réalités géographiques du continent européen, cette double exigence ne peut trouver satisfaction qu'en direction de l'Est. D'où la nécessité d'attaquer la Pologne à la première occasion. Je ne pense pas que l'on puisse espérer une simple répétition du coup de la Tchécoslovaquie. Cette fois, il va falloir combattre. Par conséquent, nous allons commencer par isoler la Pologne. Tâche préliminaire, mais décisive. C'est à moi, en tant que responsable de la direction politique, qu'il appartiendra de fixer la date de l'attaque. Au cas où le conflit germano-polonais nous exposerait au risque d'une guerre à l'ouest, nous serions forcés de nous tourner d'abord contre la France et la Grande-Bretagne. En d'autres termes, nous ne pourrons remporter une victoire rapide sur la Pologne que si les puissances occidentales s'abstiennent d'intervenir. Donc, si nous ne pouvons éliminer ce risque, il vaudra mieux attaquer d'abord à l'ouest, quitte à liquider la Pologne par la suite. Il faut bien se rendre compte que, contre la France et la Grande-Bretagne, ce sera une guerre à mort. Se leurrer serait dangereux. Contre ces 2 grands pays, nous ne nous en tirerons pas au prix de quelques escarmouches. Dans une telle guerre, on ne pourra plus s'arrêter à des considérations de haute moralité. L'enjeu sera non la justice ou l'injustice, mais l'existence ou la disparition de 80 millions d'Allemands. Une telle guerre sera-t-elle brève ou longue? En tout état de cause, l'armée comme la direction politique, dans le camp adverse aussi bien que dans le nôtre, devront s'efforcer d'abréger la guerre. Néanmoins, les dirigeants ont le devoir d'envisager également un conflit de 10 ou même de 15 ans, et de prendre leurs dispositions en conséquence. Sans aucun doute, une attaque éclair peut permettre une solution rapide. Cependant, il serait criminel de compter uniquement sur l'effet de surprise. Nous chercherons certes à frapper dès le début du conflit un coup décisif, mieux encore, le coup décisif, et cela sans nous embarrasser de scrupules tels que les usagers internationaux ou le respect des traités. Mais encore une fois, cela ne peut réussir que si l'invasion de la Pologne ne nous entraîne pas dans une guerre avec l'Angleterre. Il s'ensuit la nécessité de nous préparer également à un conflit de longue durée, notamment en privant la Grande-Bretagne de toute possibilité d'intervention sur le continent. À la Wehrmacht d'occuper les positions essentielles pour la flotte et l'aviation. Si nous pouvons, d'un côté, nous mettre en possession de la Hollande et de la Belgique, et de l'autre battre la France,
nous aurons jeté les bases d'une offensive victorieuse contre l'Angleterre. Sur terre, l'Allemagne est assurée de l'emporter, mais il nous faudra mobiliser toutes les forces dont nous disposons pour abattre l'Angleterre. C'est cette victoire-là qui doit être notre objectif final. À Nuremberg, Göring, interrogé sur la portée pratique de cette conférence, essaiera de s'en tirer par une pirouette. Göring. Le Führer tenait à exposer ses idées sur la situation et les obligations qui en découlaient pour la Wehrmacht. Il voulait notamment informer l'armée qu'il envisageait un certain nombre d'éventualités et que l'armée devait en tenir compte dans ses préparatifs techniques comme dans l'élaboration des divers plans d'opération, de manière à lui laisser sa pleine et entière liberté de décision. En réalité, les intentions de Hitler ont déjà pris une forme beaucoup plus concrète, et la Wehrmacht l'a bien compris. Quelques jours plus tard, en effet, von Brochitsch, commandant en chef des forces de terre, fait parvenir au groupe d'armées et armées des instructions très précises qui débutent par ces phrases significatives. L'objectif final est la destruction de l'armée polonaise, la direction politique du Reich. Commencer les hostilités par une succession de coups foudroyants, de manière à obtenir rapidement des succès décisifs. Parallèlement à ces préparatifs secrets, se déroule très publiquement la mobilisation psychologique orchestrée par Goebbels. Dès le 26 mars 1939, 10 jours après l'entrée de Hitler à Prague, le ministre de la Propagande a ordonné à l'ensemble de la presse de publier des articles sur des émeutes anti-allemandes en Pologne. Depuis la crise tchèque, tout le monde sait comment il convient d'interpréter des nouvelles de ce genre. Une fois de plus, le Reich, impatient de s'attaquer à l'un de ses voisins, lui cherche une mauvaise querelle. 48 heures plus tard, un nouveau foyer de troubles s'allume en Europe, la ville libre de Danzig, formation hybride créée en 1920 et depuis ce temps, sujet de discorde entre l'Allemagne et la Pologne. Danzig se trouve certes sous le contrôle de la Société des Nations, mais son statut ne satisfait personne. Varsovie aussi bien que Berlin ne cachent guère leur désir de l'annexer. Bref, c'est un baril de poudre. Et Goebbels va s'arranger pour placer la mèche qui le fera sauter. À Varsovie, Beck, ministre des Affaires étrangères, réagit promptement. À peine les premiers articles ont-ils paru dans les journaux berlinois qu'il convoque l'ambassadeur du Reich, le comte von Moltke, pour lui déclarer qu'il considérera toute tentative du gouvernement allemand en vue d'une modification du statut de Danzig comme une agression contre la Pologne. Cependant, tout en annonçant les contre-mesures immédiates, il donne à entendre qu'il accepterait de parlementer. Moltke, indigné. « Vous prétendez négocier en vous appuyant sur des baïonnettes ?» Beck, glacial. « C'est bien votre système, n'est-ce pas ?» À Nuremberg, l'examen de cette ultime genèse contre la guerre va provoquer un malaise général. Les révélations qui seront faites devant les représentants de la presse mondiale risquent, en effet, de mettre tous les intéressés, et non seulement les Allemands, en mauvaise posture. Du côté russe surtout. Si les juges soviétiques, le major général Nititchenko et le lieutenant-colonel Voltchov gardent parfaitement leur impassibilité, leurs compatriotes de l'accusation, sous la conduite du lieutenant-général Rudenko, s'apprêtent à livrer bataille aux défenseurs allemands. C'est qu'ils veulent éviter à tout prix la divulgation de certains faits, des faits qui placeraient l'URSS et le Reich hitlérien sur le même plan. Pour comprendre les raisons de cette sourde lutte, il faut se rappeler les conditions, à vrai dire très spéciales, dans lesquelles se déroulaient les tractations de ce printemps 1939. Conditions dont tout le monde se souvient, mais qu'on prendra bien soin de mentionner le moins possible. 1. La Pologne se rend compte que Hitler l'a placée en tête de la liste de ses prochaines victimes. Elle est résolue à se défendre. Toutefois, elle surestime sa propre force et en revanche sous-estime le punch de la nouvelle Wehrmacht. 2. Londres et Paris comprennent que la Pologne, assaillie par Hitler, ne peut être secourue efficacement par une action venant de l'Ouest. La seule puissance en mesure de défendre la Pologne contre le Reich serait l'URSS, sa voisine orientale. 3. Or, l'aide soviétique, Varsovie ne veut pas en entendre parler. Le gouvernement polonais sait fort bien qu'en ouvrant ses frontières aux forces russes,
il ne ferait que tomber de Charybde en Scylla. La Pologne, au lieu d'être dévorée par Hitler, serait finalement avalée par Staline. 4. À Londres et à Paris, on est arrivé à la même conclusion. Si Hitler déchaîne une guerre, raisonne-t-on, on verra après sa défaite, dont personne ne doute, l'URSS s'emparer d'une Europe orientale en pleine décomposition, ce qui ne serait pas du tout au goût des Occidentaux. 5. Par conséquent, il ne reste qu'une solution pour éviter que la Russie soviétique étende sa domination en direction de l'Ouest. Empêcher la guerre. Donc, les Occidentaux devront s'allier à l'URSS afin de faire reculer Hitler. 6. Moscou partage cette façon de voir, mais en tire des conclusions diamétralement opposées. Si Hitler est forcé de renoncer à la guerre, la Russie soviétique, elle, n'aura aucune possibilité de s'étendre en direction de l'Ouest. Ergo, il faut non intimider Hitler, mais au contraire l'encourager à attaquer la Pologne. Grâce à cet abominable enchaînement, on réussira à déclencher l'impitoyable mécanisme militaire. Cette machine inhumaine qu'une fois lancée, personne ne pourra plus arrêter. En réalité, c'est un cercle vicieux. Le spectre de la guerre, né des ambitions hitlériennes, se refuse à quitter la scène politique. Fait curieux, le dictateur lui-même n'a pas la moindre idée des spéculations que son action a suscitées chez les dirigeants des grandes puissances. Il ne peut d'ailleurs les deviner, pour la simple raison que ses calculs sont basés sur le postulat de sa défaite, éventualité qu'il n'a jamais songé à envisager. À Rome, cependant, on fait preuve de bien plus de lucidité. Son Excellence Bernardo Attolico, ambassadeur d'Italie à Berlin, connaît à fond la situation intérieure de l'Allemagne et les problèmes du régime national-socialiste. Les protestations pacifiques de Hitler, il n'en croit pas un mot. Mieux encore, il est persuadé que le Führer cherche à induire le Duce en erreur. Conception rigoureusement juste. Hitler, décidé depuis longtemps de passer à l'attaque, n'en fait pas moins croire à son ami Mussolini qu'il se tiendra tranquille pendant au minimum les 3 années à venir. Attolico, lui, bombarde son gouvernement de mise en garde, à telle enseigne que le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Italie, note finalement dans son journal « L'obstination d'Attolico commence à m'impressionner. De 2 choses l'une, ou bien il a complètement perdu la tête, ou bien, étant sur place, il observe et devine des faits que nous ignorons ici. » Le 6 août 1939, les soupçons de Ciano s'affirment brusquement. À présent, il redoute que Hitler ne s'emploie à berner son allié italien. De plus en plus inquiet, il s'en ouvre à Mussolini. À l'issue de l'entretien, il note « Nous sommes d'accord sur la nécessité d'agir. L'action allemande mène droit à la guerre. Nous nous y engagerions dans les conditions les plus défavorables, nos préparatifs militaires étant loin d'être terminés. Je propose au Duce une nouvelle entrevue Ribbentrop-Ciano. Il m'approuve entièrement. » Ciano va donc rencontrer Ribbentrop afin d'essayer de sauver la paix, ou du moins de connaître les véritables intentions des Allemands. L'entretien aura lieu le 11 août 1939, au château de Föschl, près de Salzbourg, l'une des résidences de Ribbentrop. Le ministre des Affaires étrangères du Reich a un faible pour les cadres grandioses. Encore un point que l'accusation de Nuremberg n'a pas oublié. L'interrogatoire du témoin Schmitt, interprète à la chancellerie, permettra de préciser qu'avant d'accéder aux plus hautes fonctions, Ribbentrop possédait simplement une villa, dans la banlieue berlinoise. 6 ans plus tard, il était l'heureux propriétaire d'un domaine de 750 hectares, avec golf privé, un autre à peine plus petit, avec un élevage de chevaux, un 3e dans la région de Kitzbühel, bien situé pour la chasse aux chamois, le château de Föschl, aux environs de Salzbourg, une chasse en Slovaquie, et pour finir, un château dans les Sudètes, autrefois résidence d'un comte tchèque. D'où l'on peut déduire que dans le Troisième Reich, le poste de ministre n'était pas à dédaigner. Après ce bref intermède, revenons au château de Föschl, où Ribbentrop accueille son collègue italien. Dès le début de l'entretien, Ciano a l'impression de tomber des nues. Et la chute est terrible. D'un geste brutal, Ribbentrop écarte le joli rideau des promesses de paix, révélant une réalité hideuse.
À Nuremberg, l'accusateur britannique Maxwell Five soumettra à la cour les passages les plus dramatiques du journal de Ciano. D'une voix impersonnelle, il lit le récit de l'entrevue. Nous nous promenions sur la terrasse, en attendant de passer à table, quand Ribbentrop m'informa, d'un ton nonchalant, que Berlin allait incessamment mettre le feu aux poudres. Je venais de lui demander ce que Hitler allait exiger des Polonais, Danzig ou le fameux couloir. Il me répondit alors que tout cela était dépassé. À présent, l'Allemagne voulait la guerre. Littéralement assommé, je lui exposai que dans la situation actuelle, l'intervention armée de la France et de la Grande-Bretagne était certaine. J'aurais aussi bien pu m'adresser à un mur. Hitler et lui-même étaient de toute évidence convaincus que la France et l'Angleterre assisteraient en témoins passifs à l'assassinat de la Pologne. Ribbentrop me proposa même un pari. Si les puissances occidentales restaient neutres, j'aurais perdu, et je lui donnerais une toile d'un maître italien. Si elles tenaient leur engagement envers Varsovie, il m'enverrait une collection d'armes historiques. À Nuremberg, Ribbentrop essaiera de minimiser ce témoignage posthume. Ciano fut fusillé en 1943 sur ordre de son beau-père Mussolini. Interrogé par l'accusateur britannique, il nie surtout avoir prononcé cette phrase cynique « À présent, l'Allemagne veut la guerre ». Ribbentrop. Je me suis borné à déclarer, selon les directives de Hitler, « Le Führer est décidé à régler le problème d'une façon ou d'une autre ». D'ailleurs, il est absurde de m'attribuer une telle phrase. Aucun diplomate ne dirait une chose pareille, même devant son confident le plus intime, et certainement pas devant un homme comme Ciano. Malheureusement, Ribbentrop, ambitieux, insolent, fier à bras de la politique, n'a rien du diplomate. Du reste, cette volonté délibérée d'en arriver à la guerre est admise de Hitler lui-même, et par une curieuse coïncidence, à la même date. Pendant que Ribbentrop discute avec Ciano, au château de Föschl, le Führer reçoit le professeur Burkhard, haut commissaire de la Société des Nations pour Danzig. Burkhard est suisse, c'est-à-dire que l'allemand est sa langue maternelle, qu'il suit de près les événements d'Allemagne et qu'il se méfie terriblement des nazis. Au cours de l'entretien, il s'efforce de sonder son interlocuteur. Burkhard. Je voudrais vous poser une question précise, monsieur le chancelier. À votre avis, dois-je laisser mes enfants à Danzig? Hitler ne cherche même pas à tergiverser. Hitler. À Danzig, il peut y avoir des troubles du jour au lendemain. Je crois, monsieur le professeur, que vous feriez bien d'envoyer vos enfants en Suisse. On n'est pas plus franc. 24 heures plus tard, Ciano, reçu à Berchtesgaden, entendra de la bouche même de Hitler ce que, la veille, il se refusait encore à croire. Tour à tour fiévreux et cynique, le Führer confirme les déclarations de son ministre des Affaires étrangères. Rentré à Rome, Ciano note dans son journal. Je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Hitler a pris la décision d'attaquer, et il attaquera. Nos objections ne le retiendront pas une minute. J'eus beau lui dépeindre la catastrophe qu'une guerre signifierait pour le peuple italien, ce fut à peine s'il m'écouta. À Rome, tout le monde est atterré. Mussolini, anxieux de garder son pays à l'écart du conflit imminent, voudrait desserrer les liens indéfectibles qui l'attachent au Reich. Toutefois, l'opération est scabreuse. Il faut craindre que Hitler, dans une de ses fameuses crises de rage folle, ne lance la Wehrmacht contre l'Italie. Décidément, la confiance règne entre les deux compères. N'osant provoquer une rupture brutale, l'Italie va essayer de manœuvrer. Pour commencer, elle invoque sa pénurie de matières premières. Hitler semble deviner que tout ne tourne pas rond entre Berlin et Rome. Il s'informe donc au Quirinal. L'Allemagne ne demande qu'à voler au secours de sa chère alliée. De quelles matières premières l'Italie aurait-elle besoin? Mussolini se frotte les mains. Les Allemands seront servis. Convoquant ses experts, il établit une liste de besoins urgents tellement démesurée qu'avec la meilleure volonté du monde, l'Allemagne ne pourrait lui donner satisfaction. Quelques 70 millions de tonnes de produits, en majeure partie introuvables dans le Reich, tels que des métaux rares, du caoutchouc, des lubrifiants, et dont le transport exigerait 17 000 trains de marchandises.
Une liste à assommer un bœuf, note Ciano. À Berlin, économistes et financiers en ont le souffle coupé. Quand vous faudrait-il tout cela demande-t-on prudemment à l'ambassadeur Attolico. Et l'Italien, souriant, répond par un seul mot. Subito. Tout de suite. Les Allemands ont compris. Inutile de compter sur les Transalpins, du moins pour le moment. Or, contrairement à ce que redoutait Mussolini, Hitler ne se met point en colère. C'est que, depuis quelques jours, l'alliance italienne a singulièrement perdu de son importance. Pour être exact, depuis la minute où Ribbentrop, parti pour Moscou, a signé le pacte germano-soviétique. Dans le monde entier, l'événement a fait l'effet d'une bombe. 16 ans plus tard, au palais de justice de Nuremberg, son ombre hantera la salle d'audience, la tribune de presse, et jusqu'aux chambres de certains magistrats. Incontestablement, l'évocation du pacte Hitler-Staline et du dépeçage en commun de la Pologne qui en fut le résultat direct placera les juges soviétiques dans une situation impossible. Comment s'en sortiront-ils ? C'est la question que tout le monde se pose. Pour une fois, la vérité historique est facile à établir. Depuis le 12 août 1939, se déroulent à Moscou des négociations entre des personnalités militaires françaises et britanniques, d'une part, le maréchal soviétique Klim Vorochilov de l'autre. Les Occidentaux recherchent l'alliance avec l'URSS afin de protéger la Pologne. Hitler, menacé d'une guerre sur deux fronts, y regardera à deux fois avant de commettre une nouvelle agression. Mais les pourparlers traînent. Vorochilov estime très logiquement que l'armée rouge ne pourra se porter au-devant de la Wehrmacht qu'en pénétrant en territoire polonais. Or, Varsovie s'obstine à lui refuser le passage. C'est l'impasse. Les entretiens piétinent, tournent en rond, s'enlisent de plus en plus. À Berlin, pendant ce temps, on a mesuré le danger. Une alliance militaire entre la Grande-Bretagne, la France et l'URSS réduirait les projets hitlériens à néant. Pour parer la manœuvre, une seule possibilité, prendre les Occidentaux de vitesse en signant avant eux un pacte avec la Russie. Des négociations commerciales, engagées des semaines plus tôt avec Moscou, fourniront l'indispensable entrée en matière. Seulement il va falloir se dépêcher. Dès le 16 août, le comte von der Schulenburg, ambassadeur d'Allemagne auprès du Kremlin, informe Molotov que Ribbentrop aimerait être invité à Moscou. Molotov, raide, sectaire, fait la grimace. À quoi rimerait une telle visite ? À discuter d'une alliance entre ces ennemis jurés que sont le national-socialisme et le communisme ? C'est grotesque, voyons. Alors brusquement Staline intervient. Esprit souple et cynique, doué d'une pénétration exceptionnelle, c'est un joueur d'échecs infiniment supérieur au futur monsieur Niet. Il conseille donc à Molotov de reprendre contact avec l'ambassadeur d'Allemagne pour lui annoncer que le gouvernement soviétique sera enchanté de recevoir Ribbentrop et d'envisager avec lui la conclusion d'un pacte. Initiative stupéfiante, dont Staline s'expliquera le 19 août lors d'une réunion secrète du Politburo. Nous sommes absolument convaincus qu'en signant une alliance militaire avec la France et la Grande-Bretagne, nous forcerions l'Allemagne à abandonner ses projets d'agression contre la Pologne. Nous pourrions donc empêcher la guerre. Cependant, dans cette hypothèse, l'évolution politique ira sans aucun doute dans un sens dangereux pour nous. D'un autre côté, si nous acceptons l'offre allemande d'un pacte de non-agression, le Reich en profitera sûrement pour se jeter sur la Pologne, et cette attaque déclenchera automatiquement l'intervention des Occidentaux. Dans une telle conjecture, nous aurons de fortes chances de rester en dehors du conflit et de pouvoir déterminer à notre guise le moment le plus propice pour intervenir à notre tour. C'est donc cette ligne de conduite que nous devons adopter. En somme, notre voie est toute tracée. Nous devons accepter l'offre, exprimant bien entendu nos sincères regrets. Je ne saurais trop insister sur ce point. Une guerre entre le Reich et les puissances de l'Entente ne pourra que servir nos intérêts. Il est essentiel pour nous que cette guerre se prolonge, le plus longtemps possible, de manière à épuiser les deux adversaires. Pendant ce temps, nous intensifierons le travail politique dans les pays belligérants afin de passer à l'action dès la fin des hostilités. Un plan diabolique, mais tellement supérieur aux spéculations laborieuses qui s'échafaudent à Londres, Paris, Berlin.
En somme, Staline veut que Hitler ait sa guerre, et il agira en conséquence. 2 jours après la réunion décisive du Politburo, la mission militaire franco-britannique doit faire ses bagages. Et encore 2 jours plus tard, le 23 août 1939, Ribbentrop signe au Kremlin un pacte de non-agression. Berlin et Moscou se congratulent. Dans les autres capitales règne l'affreuse stupeur des catastrophes soudaines. Or, exactement 2 ans plus tard, le 21 août 1941, quelques semaines après l'invasion de la Russie par la Wehrmacht, Staline déclarera publiquement « Certains doivent se demander comment le gouvernement soviétique a-t-il pu signer un pacte de non-agression avec ces monstres, des hommes sans foi ni loi tels que Hitler et Ribbentrop. L'URSS n'a-t-elle pas commis une faute énorme ? Eh bien, je réponds à ces critiques. Une faute ? Certainement pas. Un pacte de non-agression est un pacte de paix. À mon sens, aucun État sincèrement épris de paix n'a le droit de refuser un tel pacte avec un pays voisin, même si les dirigeants de ce pays sont des criminels. Par cette argumentation, Staline cherche à se disculper. À Nuremberg, juges et accusateurs soviétiques ne s'en tireront pas aussi facilement. C'est qu'à la différence du père des peuples, ils vont avoir affaire à des contradicteurs. Si en 45-46, la défense ignore encore le discours de Staline, elle peut en revanche faire état d'un autre document, peut-être encore plus gênant. Il s'agit de l'accord secret qui complète le texte officiel du pacte de non-agression. Secret parce qu'il prévoit et organise le partage entre l'Allemagne et l'URSS du butin que rapportera la guerre contre la Pologne. Dans cet ordre d'idées, les diplomates professionnels disposent d'un vocabulaire dont la distinction pudique ne trompe personne. En l'occurrence, on parle de délimitation des sphères d'influence en Europe orientale. Le terme est joli, la réalité qu'il recouvre l'est beaucoup moins. Qu'on en juge. Au cas où des changements territoriaux se produiraient dans les régions appartenant aux États baltes, Finlande, Estonie, Lituanie, Lettonie, la frontière septentrionale de la Lituanie constituerait la ligne de partage entre les sphères d'influence des puissances signataires. Au cas d'un changement territorial dans les régions faisant actuellement partie de la Pologne, les sphères d'influence respectives seraient délimitées par une ligne suivant grosso modo le cours du Narew, de la Vistule et du San. En ce qui concerne le sud-est européen, l'Union soviétique souligne l'intérêt qu'elle porte à la Bessarabie, alors que l'Allemagne déclare se désintéresser complètement de cette région. L'accord signé par Molotov et Ribbentrop se termine par cette phrase. Les 2 parties s'engagent à tenir la présente convention rigoureusement secrète. En effet, le secret sera bien gardé, jusqu'au mois de mars 1946. À ce moment-là, les défenseurs allemands des accusés de Nuremberg apprennent l'existence de ce texte hautement compromettant. La nouvelle, vite connue dans les couloirs du palais de justice, prend les proportions d'un événement sensationnel. Il y a de quoi. Voilà qu'une des nations siégeant sur l'estrade des juges risque de faire figure d'accusé, et justement pour l'un des crimes dont répondent les inculpés. Sur le plan juridique, la situation paraît très claire. Jusqu'à présent, il n'a été question de la préparation d'une guerre d'agression qu'à l'encontre des hitlériens. Si maintenant la défense parvient à établir la participation de l'URSS à cette guerre d'agression, tout l'édifice du procès va s'effondrer. Quant aux chemins plus ou moins détournés par lesquels le document a finalement échoué sur le bureau d'un des avocats, on se perd en conjectures. L'homme qui le détient, M. Seidel, défenseur de Hess, garde obstinément le silence. 12 ans plus tard, en 58, il acceptera d'éclaircir le mystère. L'histoire vaut la peine d'être contée. En mars 1946, Seidel, au cours d'une suspension d'audience, bavarde avec un journaliste américain. Celui-ci lui donne à entendre qu'il entretient d'excellentes relations avec les affaires étrangères de Washington. Puis, quelques jours plus tard, il prend Seidel à l'écart et, d'un air conspirateur, lui tend un document photocopié. L'accord secret qui complète le pacte germano-soviétique. Seidel, la première surprise passée, se rend compte qu'il détient une véritable bombe, un explosif assez puissant pour désintégrer la Cour internationale et le procès. Pour commencer, il soumet le document à l'accusé Ribbentrop,
qui en certifie l'authenticité. Puis il se rend auprès de Sir David Maxwell-Five, chef de l'accusation britannique. L'Anglais hoche la tête, réfléchit et lui donne un conseil aussi savoureux qu'inattendu. Pourquoi ne s'adresserait-il pas directement aux principaux intéressés, c'est-à-dire aux représentants soviétiques? M. Seidel se présente donc au bureau des Russes. Il se fait annoncer chez le général Rudenko, chef de la délégation, mais il ne sera reçu que par l'un des assistants, un certain Zoria, le même qui, peu de temps après, se tuera dans sa chambre d'hôtel, en nettoyant son revolver, à en croire le communiqué officiel. Or Zoria, loin de s'émouvoir, déclare simplement que la délégation soviétique considère le document comme un faux. Il est d'ailleurs très probablement de bonne foi. Ce sera seulement lorsque l'avocat aura fait éclater sa bombe en pleine audience que Rudenko, s'informant par câble à Moscou, apprendra l'existence de l'accord secret. Le 25 mars, Seidel prend brusquement l'offensive. Seidel. Une semaine avant le début de la guerre, 3 jours avant la mise en place définitive du dispositif d'attaque contre la Pologne, l'Union soviétique et le Troisième Reich ont signé un accord secret, annexé au pacte de non-agression. Le président Lord Justice Lawrence. J'espère, maître, que vous n'avez pas oublié les instructions formelles de la Cour. Ce procès ne doit pas devenir une tribune d'où l'on tienne des discours. Seidel. Je n'ai nullement l'intention de faire un discours. Je veux simplement présenter un document que je vais remettre à la Cour. Le président. Ce document, nous ne l'avons pas encore vu. En avez-vous fait préparer un second exemplaire pour l'accusation? Est-ce que l'accusation s'oppose à sa lecture? Rudenko, principal accusateur soviétique. Monsieur le Président, j'ignore pour l'instant l'existence de ce document, et je m'oppose absolument à ce qu'il en soit donné lecture. Je ne sais pas de quelle convention secrète la défense veut faire état, mais pour ma part, je les considère comme sujettes à caution, pour ne pas dire plus. C'est pourquoi je vous demande de ne pas autoriser la lecture du document en question. Seidel. Dans ces conditions, je suis obligé de citer comme témoin M. Molotov, commissaire aux affaires étrangères de l'URSS. Le président. Pour commencer, maître, il faudrait que vous fassiez traduire le document. Nous en ignorons le contenu. Seidel. Dans ce texte, on trouve... Le président lui coupant la parole. Non, maître. La Cour n'est nullement disposée à entendre de votre bouche ce qu'il y a dans ce texte. La Cour veut avoir la responsabilité d'examiner elle-même le document, et cela en anglais comme en russe. Lorsque ce sera fait, elle se prononcera. Ce qui signifie que, pour l'instant, l'affaire est sinon escamotée, du moins remisée sur une voie de garage. Mais l'avocat ne lâchera pas prise pour autant. Une semaine plus tard, il revient à la charge en interrogeant Ribbentrop. Seidel. Le préambule de l'accord secret signé le 23 août 1933 entre l'Allemagne et l'Union soviétique dit à peu près ceci. Étant donné la tension actuelle dans les relations germano-polonaises, il est convenu en cas de conflit ce qui suit. Ribbentrop. Je ne m'en souviens pas textuellement, mais en substance c'est bien cela. Le président à l'adresse de l'avocat. Quel document avez-vous l'intention de nous lire maintenant? Rudenko. Je voudrais attirer l'attention de la Cour sur un fait essentiel. Nous sommes ici non pour discuter des questions relatives à la politique des puissances alliées, mais pour examiner des charges concrètes qui pèsent sur les criminels de guerre allemands. La défense s'efforce simplement à nous détourner de ce but. C'est pourquoi j'estime que la défense ne devrait pas être autorisée à poser des questions étrangères à notre mission. Le président. Maître, vous pouvez poser ces questions. À présent, Seidel voit enfin la possibilité d'attacher le grelot. Ribbentrop ne se fait guère prier. Ribbentrop. Comme on sait, la partie orientale de la Pologne fut occupée par les troupes soviétiques, la partie occidentale par la Wehrmacht. Il est hors de doute qu'en ce qui concerne la Pologne, Staline est mal placé pour reprocher à l'Allemagne d'avoir mené une guerre d'agression. S'il y a eu agression, elle est imputable aux deux côtés. Cependant, cette réponse, aussi nette qu'elle soit,
va constituer l'acte final de ce que le monde considérait comme une bombe. Le coup de théâtre, après un démarrage laborieux, a tourné court. Il ne peut en être autrement. Un procès aussi spectaculaire, voulu par les grandes puissances victorieuses, ne saurait être réduit à néant par une feuille de papier, quel qu'en soit le contenu. À 2 reprises encore, Seidel essaiera d'en faire usage. Mais comme il fallait s'y attendre, la Cour décide de rejeter la pièce. Elle trouve même une excellente raison pour agir ainsi. Seidel refuse d'indiquer la provenance du document, si bien que la Cour aura beau jeu d'exclure des débats toute référence à cette pièce d'origine douteuse. L'argumentation d'après laquelle les soviets ne sauraient être en même temps complices et juges d'un crime s'évanouit ainsi en fumée. Le procès continue, mais l'accord secret n'est pas supprimé pour autant. Reconnu comme un fait historique, il figure aujourd'hui dans tous les ouvrages consacrés à la genèse de la dernière guerre. En 1939, Hitler, fort de ce complément du pacte germano-soviétique, considère que le Kremlin lui a donné le feu vert. L'encre des signatures est à peine sèche qu'il lance l'ordre d'attaque, pour l'annuler quelques heures plus tard. Que s'est-il passé? Pour des raisons mystérieuses, le dictateur accorde à l'Europe angoissée un ultime délai de grâce. Ces raisons, le monde les connaîtra à la déposition, devant la Cour internationale, du Suédois Birger Dalerus, principal témoin des charges de Göring.